رصاص التحرير، طلقات استرجاع السيادة، هي ثورة الأحرار وأبناء العتقاء. Cette photo est venue à moi, à la rédaction du mensuel Réalité, où je suis un jeune reporter photographe de 18 ans. Le choc. La torture pour moi, c'est le symbole du nazisme. Mais en Algérie, c'est mon pays qui torture, humilie. Nous ne voulons pas être les nazis des Algériens. Moi, je refuse de porter les armes. Pour moi, j'étais pour des négociations. J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais déserté, mais qu'est-ce que ça représente. هناك من رهن حياته باستقلال الجزائر. هناك العديد من أصدقاء الثورة الجزائرية المظفرة بينهم أندري غازو. لذلك نسفنا المشي وأسرعنا للقائه اليوم في بيته بجنيف. من الذين يملكون قلوبا جزائرية، فهم مبكرا أن مخاطبة الجزائريين من غير كلفة كان من باب الاحتقار. اقترب من روح الثورة الجزائرية ووعى حاجة الجزائريين إلى استرجاع الكرامة والسيادة. Bonjour, Monsieur Gazou. Bienvenue. Merci. Ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. هذا هو أندري غازو، أحد أصدقاء الثورة الجزائرية. كان مصوراً ومحققاً في ريعان شبابه وهو يعمل بجريدة غياليتي الشهرية. وقعت بين يديه صور تعذيب الجزائريين. الأمر كان صاعقاً بالنسبة لغازو ومنافياً لقيمه النبيلة التي تفيض إنسانية، ما حسم في نفسه قرار عدم حمل السلاح والهروب من الجندية بجيش فرنسا الاستعمارية. وهنا بدأت الحكاية. سيد أندري غازو، أنتم من أصدقاء ومساندي الثورة الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر. ما هي الظروف التي جعلتكم تلتفون حول هذه القضية العادلة؟ J'étais encore élève dans le secondaire quand au collège j'ai vu un garçon qui était d'origine pied noir au stade où il y avait un Algérien qui vendait des boissons, des petits chocolats, lui prendre différents chocolats, boissons, et quand le petit vendeur algérien lui a dit voilà, c'était le prix, il lui dit allez, va te faire foutre, sale raton. Donc, je dis mais c'est pas possible de traiter un Algérien de raton et d'autre part de refuser de lui payer ce qu'il lui avait acheté. Salopard, vous avez payé pour les autres, espèce de salaud, raton. On savait que les gens qu'on appelait les pieds noirs, c'était des Français d'Algérie. Donc c'était le premier contact que j'ai eu avec un colon. Et dans la ville où je suis originaire, j'avais constaté un tutoiement péjoratif à l'égard des Algériens. C'était dans le tram, c'était à la poste. Le tutoiement, c'était pas un tutoiement amical, c'était un tutoiement de mépris. Pour moi, c'était impossible d'envisager ça. Et la guerre d'Algérie avait commencé. Et je me disais, mais je comprends que les Algériens, ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur dignité et être indépendants. تعرف الثورة الجزائرية باسم ثورة المليون ونصف المليون شهيد. حرب شنت ضد استعمار فرنسي استيطاني طامس للهوية متغطرس كسر شوكته صمود شعب أمام القتل، أمام الإبادة.
Un peu plus tard, je me suis trouvé à Paris comme stagiaire, reporter photographe, et là, un de mes confrères qui rentrait de reportage en Algérie, c'était en novembre 1956, avec des photos. Alors, on regardait les photos. Et il avait un gros tas comme ça, et puis après, il y avait un tas plus mince. Et il a dit, mais c'est ça aussi la guerre d'Algérie. Et c'était des photos d'interrogatoire et de torture. Et la torture, elle était faite par des appelés. C'est-à-dire, moi, dans les 2 années, j'allais me trouver appelé en Algérie. Ça a été le choc de penser. Je savais que l'armée française torturait, mais que voir que des appelés, c'est-à-dire des non-professionnels qui sont appelés, et à l'époque, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, on disait la pacification. Mais que des jeunes Français torturent des Algériens, pour moi, ça a été le choc épouvantable, terrible. Et je dirais que mon engagement politique a vraiment pris... Ça a été le début, là, avec ce choc de ces photos. التعذيب بالإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية، التعذيب بالإكراه البدني والإكراه المعنوي. Et quand j'ai été appelé pour les 3 jours pré-militaires, j'ai dit que j'acceptais de porter l'uniforme, mais que je refuserais de porter les armes. Alors là, on m'a fait tout un discours sur la défense de la civilisation occidentale et chrétienne, etc. Mais depuis 24 mois que je suis dans le bled, j'ai compris ce que ça voulait dire, la civilisation française. Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner, ou plutôt à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir. Moi, j'ai dit à l'officier, écoutez, je suis contre cette guerre coloniale et contre les méthodes employées. Et j'ai dû signer devant cet officier un texte qui m'a remis et où il était dit que je me portais volontaire pour tout pays où stationne l'armée française comme infirmier parachutiste. Alors j'ai été incorporé comme parachutiste dans un premier temps, j'ai fait mon stage de saut. أندري غازو كان في تلك الفترة متمرنا على القفز بالمظلة في منطقة بو. Mais je veux dire, ça n'a pas été simple, hein, le passage chez les parachutistes. Donc vous aviez pu quand même éviter le port des armes. Le port des armes, oui. Alors par exemple, dans les exercices, on mettait dans mon sac 20 kilos de pierre pour compenser les armes. Hein, c'était pas très agréable. Mais surtout, il y avait des provocations. Par exemple, une fois pour le béret, mon béret qui avait disparu le matin, je prends 3 jours de cellule, c'est rien d'aller en prison comme ça 3 jours, mais en fait, il s'était arrangé pour que l'officier de garde, enfin le sous-officier de garde, me dise, mais pourquoi tu ne connais pas comment te présenter comme parachutiste? Il m'a dit, qu'est-ce que tu es toi? Moi j'ai dit, André Gazu. Non, on ne dit pas comme ça à l'armée. Et je dis, moi, je refuse de porter les armes. Je ne sais pas défendre. À ce moment-là, ces sous-officiers, c'était le soir, hein, a pris son revolver, l'a chargé, et me dit, je te donne 3 chances pour devenir un soldat.
Alors la première fois quand on vous met un revolver à contre-temps, est-ce que tu acceptes que c'est un nom qui sort? À la deuxième fois, j'avoue que c'est d'une voix petite que vous dites non. Je te donne une troisième chance et là vous vous dites mourir autant mourir en beauté. Non. Alors après ça a été le cassage de gueule. C'est-à-dire on vous fait, comme ils disent dans les paras, la boule à zéro. C'est-à-dire que voilà, vous êtes cogné. J'étais pas étonné de tel traitement parce que pour eux, j'étais le traître qui refusait de porter les armes. امتد لهيب الثورة التحريرية إلى كل أنحاء الجزائر. لقد أصبحت ولايات الجزائر ولايات للكفاح. جواب فرنسا على التفاف الجزائريين حول الثورة التحريرية كان بزيادة عدد جنودها، وتجسد بإرسال قوات إضافية من المظليين. هذه القوات قامت بارتكاب أبشع الأعمال الإجرامية والدموية ضد الشعب الجزائري. دمرت قرى بكاملها ومارست الإبادة الجماعية. Après, dans le service de santé, ça a été différent. C'était une ambiance plus paisible. Et là, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le témoignage auprès des autres appelés n'avait pas beaucoup d'importance. Parce qu'il faut bien voir, en France à l'époque, il y avait deux sensibilités dominantes. Sensibilité catholique et sensibilité communiste. Or, ces deux appareils énormes qui avaient des mouvements de jeunesse, des mouvements d'étudiants, plein de mouvements, ils ne s'engageaient pas sur la guerre d'Algérie. Hein? Au mieux, c'était de dire paix en Algérie, mais tout le monde est pour la paix. Pour moi, j'étais pour des négociations. Alors, là, avec quelques camarades qui avaient fait le même choix, de refuser de porter les armes, j'ai assisté à Paris lors d'une fausse permission à une réunion clandestine, la réunion de la rue de Lavre pour Pentecôte 1960, où on était une centaine réunis, on avait des numéros, on ne connaissait pas les autres, moi je connaissais que les deux personnes qui m'avaient amené, et c'était de voir. Alors il y avait des chrétiens, il y avait des communistes, il y avait des trotskistes, il y avait des non-violents, etc., etc. Tous des gens qui étaient pour l'indépendance, pour des négociations. Et on a vu que chaque sensibilité a employé des moyens différents, mais on s'est dit, il ne s'agit pas de se tirer dans les pattes, nous sommes minoritaires à être pour une négociation avec le FLN, donc on continue chacun en s'appuyant les uns sur les autres. 8 jours après, un des participants qui était là a été arrêté transportant de l'argent pour le FLN. Et je suis retourné à Paris, au bidonville de Nanterre, où je savais que les non-violents faisait un jeûne de solidarité. Bon, incarcéré à Paris, ça va, on renvoie dans mon corps, on met 1 mois en cellule, mais on trouve dans mon pactage des tracts, dont des tracts denses. Et puis après, j'ai été mis dans un camp disciplinaire, et là, quand j'ai appris que on venait m'arrêter, je suis parti en civil. Ce qui ressemblait, c'était l'été, c'était plus facile. Je suis passé en Allemagne, puis
puis en Suisse. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai pris contact avec l'éditeur Niels Anderson, qui éditait les ouvrages algériens et tous les ouvrages saisis en France. Ils étaient réimprimés en Suisse. Alors, il s'est renseigné sur moi. Et après, bon, il m'a dit, écoute, on a créé le contact. J'ai travaillé comme le photographe de rue d'abord, dans une station. Puis après, j'ai travaillé dans une agence de presse à Zurich. Et là, de Zurich, on m'a dit, les gens comme vous, les communistes, c'est bon pour Genève ou Lausanne. Vous êtes admis en Suisse, mais on ne vous veut pas dans ce canton. Alors, André Gazut, nous l'avons connu comme déserteur. Il était un des premiers que nous avons connus. Et je ne sais pas, je pense, oui, parce qu'il est resté en Suisse, lui. Et il a trouvé du travail. Et c'est en Suisse qu'on l'a revu. Moi, j'attendais du côté des frères, comme on disait, des Algériens, qu'on me dise quand est-ce que je pourrais partir en Tunisie pour faire un reportage sur les réfugiés. Parce que j'avais dit, voilà, je suis photographe, donc je suis à votre disposition pour faire des reportages. Et alors là, j'ai retrouvé d'autres camarades qui étaient insoumis ou déserteurs. Alors, la différence qu'il faut faire, insoumis, c'est quelqu'un qui ne fait pas un jour d'armée et qui va à l'étranger. Oui. Et déserteur, c'est celui qui déjà est à l'armée et qui s'en va. Et là, il y avait un peu des différences entre nous. Il y avait ceux qui pensaient qu'il y avait à s'en soumettre. On sait ce que c'est que la guerre d'Algérie, donc on ne va pas du tout à l'armée. Et puis il y avait ceux, spécialement de sensibilité communiste, il faut aller à l'armée, apprendre le maniement des armes pour la révolution du Grand Soir. Mais, je reviens là-dessus, il y avait vraiment, chez les déserteurs et dans les réseaux, c'était, je pense, comme la résistance au nazisme. Beaucoup d'entre nous disions, on ne veut pas faire cette guerre d'Algérie, nous ne voulons pas être les nazis des Algériens. Il y avait vraiment une référence à la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous étiez une minorité ou une minorité, mais on était quelques centaines en Suisse d'insoumis déserteurs. Et alors, c'était très intéressant, parce qu'il y en avait qui étaient de sensibilité catholique, et même des prêtres, comme Dazzi, Berthollet, etc. Il y avait des gens qui étaient au Parti communiste, mais qui avaient rompu avec le Parti communiste, parce que le Parti communiste n'était ni pour l'insoumission, ni pour la désertion. Il y avait des trotskistes, des non-violents. Toujours, on ne veut pas être les nazis des Algériens. Et là, Jeune Résistance m'avait demandé un texte sur mon histoire. Jeune Résistance منظمة جمعت كل الفارين والمتهربين من التجنيد في جيش فرنسا الاستعمارية. تكونت العام 59 900 وألف على ضفاف نهر ليمان بجنيف. جون ريزيستانس كان منبراً وضع تحت تصرف الشباب الفرنسي المعارض للحرب في الجزائر والمناهض للفاشية. Alors, j'avais fait ce texte
C'était pas très loin d'ici. C'était chez un sculpteur. Et donc on était souvent à se retrouver chez lui. Certains d'entre nous, comme nous devions faire des textes. Et puis il y avait des tracts. Il y avait aussi à Genève une famille dont le mari était pasteur et qui était un lieu de rencontre, parfois sous notre véritable nom, parfois pas sous notre véritable nom. Et là, la famille Rouget, hébergée dans une discrétion totale, les réunions, y compris des gens du front. Il y avait une réunion une fois chez nous, le soir. Ils étaient peut-être 10 ou 12. Et à la sortie, un des déserteurs a été Oran, il s'appelait. On l'a su qu'après, on connaissait seulement son prénom, son nom clandestin. Et il a été arrêté là et remis dans le train 2 jours après. La police regardait, vérifiait un peu qui nous recevions. Au téléphone aussi, certainement mon mari avait été sur écoute. C'est des amis qui nous ont parlé un peu du problème algérien et qui eux-mêmes étaient français et recevaient des déserteurs qui passaient en Suisse. Et on leur a donné notre adresse et c'est à cette occasion qu'on a eu les premiers déserteurs qui sont arrivés à Genève. Et puis, il y avait beaucoup d'étudiants algériens, puisque le Front avait demandé aux étudiants algériens de quitter la France, et donc il y en avait beaucoup qui étaient en Suisse. Il y avait aussi les footballeurs d'origine algérienne en France, qui avaient quitté la France et qui étaient en Suisse. Donc, la Suisse a servi, comment on dirait, de base arrière pour le front. Et ce travail de sensibilisation était très très important au niveau de la presse, parce que la presse en Suisse romande étant l'expression française, les écrits des journalistes sur le conflit algérien étaient très différents de ce que le lecteur français pouvait lire. À la radio aussi, les gens écoutaient beaucoup la radio suisse qui était plus honnête que la radio française. Voilà. On était contre la guerre d'Algérie parce qu'on n'était pas d'accord avec la politique française vis-à-vis de l'Algérie, car nous étions pour l'Algérie libre. كنتم تعملون عن كثب من أجل تحسيس الشباب الفرنسي بضرورة عدم المشاركة في الحرب التي كانت تشن على الجزائريين. هل استطعتم إقناع الشباب الفرنسي في تلك الفترة بعدم المشاركة في العقوبات الجماعية التي كان جيش الاحتلال يقوم بها في الجزائر؟ Non. Non. Mais quand même que les quelques centaines de déserteurs et d'insoumis ont eu un écho lors d'un procès qui a eu lieu dans les années 61, je crois, ou 60. 60. C'était le procès Janson. Janson avait fait un réseau de soutien au FLN en
en France, et puis il y avait après le réseau Curiel, et il y a eu un grand procès. Et là, il y a eu beaucoup de dépositions de gens qui avaient fait la guerre d'Algérie qui ont témoigné. Et puis, il y avait eu le manifeste des 121 qui disait « Nous ne sommes pas d'accord avec cette guerre ». Et on peut comprendre qu'il y ait des déserteurs et des insoumis. Donc, en France, ça a été un choc dans l'opinion extraordinaire. Donc, je dirais, il n'y a pas eu le nombre, comme ça a été le cas aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Mais, chose extraordinaire, il s'est trouvé que en faisant un sujet sur les déserteurs américains pendant la guerre du Vietnam, j'ai rencontré quelques responsables aux États-Unis. Et l'un d'entre eux m'a dit « J'étais prêtre ouvrier à Givors, près de Lyon, pendant la guerre d'Algérie. Et quand j'ai vu qu'il y avait des réseaux de soutien dans les FLN, qu'il y avait des insoumis, des déserteurs, je me suis dit, si demain nous sommes confrontés à une guerre aux États-Unis, il faudra développer ça à l'américaine. » Et ça a tellement été développé qu'ils ont été 100 000 insoumis et déserteurs américains à refuser de faire la guerre du Vietnam. Donc vous voyez, rien ne se perd. Ce n'est pas tellement le nombre qui compte, c'est les effets à court terme. Il y a eu le procès Janson à Paris, ou les effets à long terme, puisque l'existence de déserteurs et d'insoumis s'est pratiquée aux États-Unis, a existé au Portugal lors des dernières guerres coloniales d'Angola et de Mozambique. Voilà. Donc ma réponse, elle est un peu complexe, mais je crois que c'était une chose à faire pour permettre le lendemain d'avoir un regard franc avec nos amis algériens et représenter une continuité de fraternité. Voilà. Donc vous êtes resté longtemps avant la grâce, avant d'en bénéficier de la grâce? Ah ben écoutez, lorsque on est condamné, moi j'ai été condamné à 3 ans de prison. D'autres l'ont été jusqu'à 10 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez naturellement plus rentrer dans votre pays. Qu'on vient à votre domicile tous les mois, voir si votre famille sait où vous êtes. Et c'est pas simple. Et c'est pour ça que ma famille était très gênée. Elle comprenait, mais elle trouvait que j'avais pris beaucoup de risques, qu'ils ne savaient pas. Peut-être qu'avant l'âge de 50 ans, je ne pourrais plus retourner en France, etc. Alors, j'ai envoyé une lettre, fin 1960 ou début 1961, à des amis et connaissances, et où je disais, lettre d'un jeune déserteur à ses amis et connaissances, la guerre d'Algérie est rentrée dans sa 7e année, l'indifférence à ce douloureux problème s'explique, hélas, trop facilement. La guerre n'est pas en métropole. Insensiblement, le climat évolue, etc. Et je disais, les forces en présence, du côté français, une armée exaspérée par ses défaites. Il y avait eu l'Indochine. Et puis ils n'arrivaient pas à résoudre le problème algérien. La hantise du communisme en Afrique du Nord, les intérêts privés pour certains colons, l'égalité prochaine des ratons, donc la France,
Du côté algérien, surtout la recherche d'une dignité refusée, une espérance en une plus grande justice sociale par une nouvelle administration et un nationalisme en croissance. Donc, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais déserté, mais qu'est-ce que ça représente. Eh bien, lorsque j'ai été amnistié en 1966, je voulais faire parler ses parents, ses amis de ma désertion. Eh bien, c'est incroyable. Chacun disait André, attends, juste, je dois aller faire des achats. Ou attends, je vais à la cuisine. Ils évitaient de parler. La seule personne avec qui j'ai pu avoir une conversation sur mes motivations, ça a été le pharmacien de famille, qui était pourtant bourgeois, mais maintenant, c'est toute génération, c'est des enfants, petits-enfants, et qui en France me posent des questions. Mais au moment de la guerre d'Algérie, l'opinion française ne voulait pas savoir. C'est son plus grand crime. الرأي العام الفرنسي في تلك الفترة لم يكن يأبه لما يحدث في الجزائر من مجازر، لأن الحرب لم تكن في بيتهم، فقد كان لهيبها بعيدا عنهم، فظلوا غير مبالين. سيد جازو، عندما عايشتم الجزائريين وأنتم مصور يعني بالدرجة الأولى، أكيد أن جمال الطبيعة جلب اهتمامكم. J'adore les paysages algériens. Mais finalement, je crois que dans tous les pays, il y a de très beaux paysages. Mais moi, je dirais que j'ai peu photographié de paysages dans ma vie. C'est toujours les personnes qui m'intéressent, qui peuvent être dans les paysages. Mais ce n'est pas le paysage en soi. C'est la relation entre le paysage et les personnes qui m'intéressent. En 1961, comme je travaillais à la télévision, j'ai filmé l'arrivée de la délégation algérienne qui venait négocier, puis la délégation algérienne à Ouaddaïo, lors des premières négociations d'Évian. Mais lorsqu'il y a eu les deuxièmes, en 62, négociations, la police a fait savoir que je ne pouvais pas, la police suisse, que je ne pouvais pas couvrir ces événements qui me touchaient de trop près. Donc, je n'ai pas connu la délégation algérienne en 62. في 2002 أخرجتم فيلم التهدئة بالجزائر. هذا الفيلم أثار ضجة من ناحية وانتقادات لاذعة كذلك. كيف تلقيتم هذه الانتقادات؟ Je crois que le film a marqué les esprits parce que chacun, suivant son âge et ses connaissances, pouvait avoir une connaissance de ce qu'avait été la guerre d'Algérie. Si je l'ai appelé pacification d'Algérie, c'était parce que c'était un des termes employés à l'époque en France. Le terme de guerre d'Algérie a été reconnu qu'en 1999, hein. Mais j'ai voulu reprendre ce terme qui était courant à l'époque. Et puis je voulais, je savais qu'il y aurait un public jeune, mais qu'il y aurait un public qui avait fait la guerre d'Algérie. Mais je savais aussi que j'avais un public allemand, parce que j'ai essayé, c'est de situer le contexte historique. C'est l'ONU qui déclare après la guerre
que les peuples doivent être libres. Après la défaite coloniale française en Indochine, en 1954, alors que la révolution algérienne commence peu après, en novembre, c'est de situer dans ce contexte de guerre froide, ça c'est extrêmement important, un antagonisme Est-Ouest, on pourrait dire, donc d'essayer de donner au lecteur, non pas un fait comme ça sur la guerre d'Algérie, mais le relier avec l'environnement de l'époque. Et je dirais, pour les jeunes, découvrir ce qu'avait été la guerre d'Algérie, et pour les plus âgés, leur donner des clés de ce qu'ils avaient vécu avant. C'est-à-dire qu'ils avaient vécu les appels en Algérie, certains événements, mais ne savaient pas comment les relier entre eux et en faire la synthèse. Alors c'était ça mon objectif. Lorsque j'ai fait Pacification en Algérie, il faut le situer, ça a toute une histoire. C'est qu'en 1974, avec la TV suisse, j'ai fait un sujet sur le général Paris de Bollardière, qui a été le seul officier supérieur français à refuser la torture et à le faire savoir. Alors j'ai donc eu un entretien avec Massu, très difficile, car sa position était inébranlable. Et dans la passion de cet entretien, je crois que j'ai terminé cette conversation en lui disant que je méprisais le type d'action qu'il préconisait. Et j'ai ensuite vu tous les échelons de la hiérarchie, puis M. Lacoste, qui m'a confirmé qu'on attendait de moi que je ne fasse pas de complications et que je laisse travailler les parachutistes de Massu. À ce moment-là, j'ai donc demandé à être relevé de mon commandement. De ce fait-là, il a été condamné à 1 mois je ne sais plus comment ça s'appelait, de mise à l'écart, etc. Puis, donc, cet homme général qui s'était opposé à Massu en lui disant « ce que tu fais est déshonorant ». Et le gouvernement de l'époque donne raison à Massu et pas à Bollardière. Et alors Bollardière a fait un livre, parce que par la suite, il a même quitté l'armée. Il est même devenu un des leaders non violents en France. Et moi, je trouvais intéressant de le rencontrer, cet homme. Nous avons sympathisé et j'ai fait un film. Ce film a été diffusé en Suisse, au Canada, en Belgique. Et en 2000, lorsque on a commencé à reparler de la guerre d'Algérie, avec l'appel des 12 en France, avec Madame de Bollardière, nous avons fait des projections militantes à travers la France. Et je passais souvent par Paris, où là, un ami m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un film sur la guerre d'Algérie maintenant ?» Et il se trouvait que ce producteur, Patrice Barra, était le fils de Robert Barra, qui avait été très actif dans les réseaux et dans la presse française pendant la guerre d'Algérie. Et c'est comme ça que Patrice Barra a produit mon film. Donc il y a un lien entre le film que j'avais fait sur de Bollardière et le film que j'ai fait sur Pacification en Algérie. أخبرتنا زوجته أن الجزائر نافستها فيه. غازو عشق الجزائر. Oui, là, c'est qu'une partie de mes livres. Mais la partie algérienne fait un étage, 2, 3, 4, 5. Ce sont tous des livres sur la guerre d'Algérie. Là-haut, cette carte du monde,
c'est tous les pays où je me suis rendu professionnellement. Alors, et en rouge, c'est les pays où il y avait un conflit, que ce soit comme le Vietnam, le Sri Lanka, c'était la guerre d'Angola, la guerre en Ouganda, enfin voilà. Et donc je me suis pas mal déplacé dans le monde. Et là, oui, mais j'ai oublié quand même une chose importante. Ça, c'est lors d'un de mes séjours en Palestine, où je vais régulièrement. Que les Palestiniens aient un pays. Voilà. Et c'est un autre combat extrêmement important, le combat du peuple palestinien. Voilà, c'est moi. Alors ça, c'est un groupe extraordinaire. Les anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre. Ce sont, c'était à peu près en l'an 2000, il y a c'est parti de 5 paysans du sud de la France. Quand ils ont commencé à recevoir la retraite d'anciens combattants, ils ont dit non, nous on ne la veut pas. كل ذكرياته النضالية تتفق هنا على أنه إنسان بمبادئ لا تتقلب. غازو دافع عن قضية الجزائر العادلة إلى حد تقييد مستقبله بمصير الجزائر.